Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF qui se situe en plein milieu de l'euro. Enfin, l'euro a commencé, donc nous allons évidemment en parler, mais il y aura beaucoup d'autres sujets. Et puis, il y a aussi des façons de parler de l'euro qui ne sont pas seulement d'en parler de manière sportive, on peut aussi en parler de manière politique, de manière sociétale. Et on va en parler justement avec Sabine Cossin. Bonjour. Qui est de la culture incarnée ici, dans cette émission. Et Merci Patrice. donc, grâce au prisme notamment. Voilà, l'euro, c'est peut-être pas votre passion favorite votre... Personnellement, non. Après, je peux comprendre que sociétalement, ça soit important pour une nation, pour l'Europe, de se rencontrer autour du football. Pour l'image de la France, peut-être. Oui, mais par contre, c'est l'image du football qui est à mettre en face, où elle a été quand même beaucoup entachée dans ces temps derniers. Comme ça, on va en parler. Voilà. Ce que vous en pensez. Après, nous, on a toutes nos restitutions dansées, où les enfants qui ont travaillé toute l'année dans les écoles, je ne sais pas si on aura beaucoup de papas, par exemple, ce soir et la semaine prochaine. Voilà, c'était la petite touche. Peut-être plus de mamans. Est-ce que, cela dit, les femmes regardent de plus en plus le football, non, Florence Mercadet? Oui, bonjour. Ben oui, bonjour. je le regarde. Du barreau de Versailles. Mais Florence, elle est merveilleuse aussi. Non, c'est merveilleuse. Oui, mais est-ce que vous regardez aussi le football? Oui. Vous regardez. Oui. J'ai été élevée par mes deux fils dans le foot. D'accord, oui. Voilà. Stéphane Monson. Je ne regarde pas. Non, vous avez été élu droit dans non, je conçois que ça puisse intéresser. J'attends les championnats du monde de curling, pétanque, avec grand désespoir. Mais non, vous voyez, on me dit euro, je pense plus à la monnaie. Mais c'est pas grave. Oui, alors vous êtes de ceux qui voudraient quitter peut-être l'euro dans ce cas-là. Non, tout va bien. L'euro de football. On a du même résus alors. Voilà. Et Jean-Charles Lajoie, bonjour. Éditeur, et vous venez avec un livre dont vous nous dites, alors on l'a pas, Linwood Miller. Voilà. C'est le best-seller de cet été. C'est le best-seller de cet été. C'est le livre idéal pour les vacances. Il y a une femme qui a des dons. Oui, il y a de l'amour, de l'aventure, de l'action, du suspense. Dans l'euro. Non, mais c'est un truc passionnant. Jean-Charles. De l'amour, de l'action, du suspense, des rebondissements, tous les ingrédients en somme d'un roman que ne renierait pas les maîtres du genre. Voilà. C'est vous, Jean-Charles, qui écrivez peut-être ça. Oui, c'est la quatrième de coupe. Donc, tu permets de le lire. Voilà. L'auteur s'occupe de l'intérieur. Linwood Miller de Sandrine Roy, voilà. Aux éditions Lajoie. Absolument. Donc vous pouvez regarder l'euro et lire un bon roman en même temps. Alors moi je peux commencer le bouquin dès ce soir. Absolument. Et puis vous me le Voilà, et je vous le passe après, Stéphane. Je vais bien prendre après aussi pour les vacances. Voilà. Bon, on va se lâcher. Peut-être qu'il y en aura un autre exemplaire. Vous pouvez peut-être aller en librairie aussi. Ouais. Alors l'euro, donc on est vendredi, le premier match, on enregistre cette émission vendredi, le premier match commence ce soir, France-Roumanie, dans des conditions, il y a 8 millions d'étrangers qui vont venir pendant ce mois de compétition, dans des conditions qui font que la France ne présente peut-être pas son meilleur visage. Il y a eu des inondations, il y a les grèves, il y a évidemment la menace terroriste. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ou pas une bonne chose d'ailleurs pour la France, finalement, cet euro? L'euro, c'est génial, c'est époustouflant. Enfin, toute grande manifestation d'une manifestation d'une telle ampleur pour un pays, c'est extraordinaire. Et puis, d'abord, c'est passionnant. Alors, on peut ne pas aimer le foot. Je ne parle pas de football, mais voilà. Je parle de l'organisation de cette manifestation importante, en effet. Économiquement, mais ça fait tout. Est-ce que la France présente le meilleur visage aujourd'hui aux yeux des étrangers? Quand on a arrêté l'euro, il n'y avait pas... Quand la date de l'euro a été arrêtée, la France allait plutôt pas trop mal. Oui, et puis on pouvait Sarkozy. On ne pouvait pas imaginer que des syndicalistes allaient décider de redécorer Paris avec les poubelles et que voilà donc. Et pas conduire les RER. Voilà, stopper les trains, stopper les bus. Non, mais justement, alors il y a un bras de fer qui s'est engagé entre la CGT d'un côté et le gouvernement de l'autre. Le gouvernement et Hollande espérant que les syndicats allaient arrêter leurs manifestations, leurs grèves et leurs protestations, parce que l'euro commençait, et les syndicats qui disent on va essayer justement d'aller jusqu'au bout, puisque le gouvernement cédera pour que la paix sociale soit retrouvée, que l'euro se déroule dans de bonnes conditions. Et on voit bien qu'il y a un jeu des deux côtés, non? À ceci près que ce ne sont pas les syndicats, mais un syndicat. C'est essentiellement exclusivement la CGT, c'est pas la CGT, en effet, qui montre cette capacité de nuisance absolue, qui j'espère, c'est la dernière fois, parce qu'après, c'est fini.
ils ne représentent rien. Et puis voilà. Enfin, oui, non, mais c'est beaucoup aussi une bagarre politique entre la gauche radicale et la gauche au gouvernement aussi. Je crois que c'est une vraie guerre où ils sont en train de se déchirer. Et je pense qu'on est plus aussi sur un débat de fond politique où la CGT est l'arme un peu de l'extrême gauche et de la gauche Mélenchon qui est en train de faire la peau au gouvernement. Enfin, c'est un peu comme ça aussi que je... Alors, si on parle de politique, là, enfin, si on continue dans cette analyse-là, c'est assez amusant de la part de Hollande, qui est quelqu'un qui a voulu justement toujours rassembler, ne pas prendre de risques, essayer de concilier la carpe et le lapin, et finalement, ça se retourne quand même contre lui. Non, c'est vrai. Oui, ça couvait depuis des années, mais j'ai presque l'impression, mais c'est sans doute pas le cas en réalité, qu'il s'agit presque de la lutte finale. Au sein de la gauche. Oui, de la gauche. Et d'ailleurs, l'analyse de Valls est très juste, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il parle de clarification. Cette clarification, ça fait des décennies qu'elle aurait dû intervenir. Alors là, les circonstances sont pour le coup plutôt propices à cette clarification. Moi, je vois, essentiellement une espèce de catharsis. Enfin, on arrive au bout d'une espèce de tragédie dans laquelle il va falloir que les masques tombent. Alors, ils sont tombés, ça fait déjà un moment, mais il va falloir en tirer les conséquences. Et la recomposition de la gauche, si elle intervient, ça sera de toute façon après. Après 2017, oui. Après 2017. Mais enfin, là, on a les ingrédients d'une tectonique des plaques qui commence à... une espèce de tremblement de terre qui fait ressentir sans arrêt ces répliques. Et c'en est une assez forte. Ça vient ? Oui, je pense aussi que le Parti communiste, je suis d'accord, que le Parti communiste essaye de rassembler autour de lui, de se positionner. Donc il y a le Mélenchon dans un coin, la CGT de l'autre. Il crée un terrain, justement, pour essayer de rassembler ou de clarifier une gauche-gauche. Voilà. Donc ça, c'est clair. C'est vraiment ce qui se sous-tend, je pense. Alors, je reviens quand même à l'euro, parce qu'il y avait quand même l'espoir du côté du pouvoir que tout ça s'arrête un petit peu, qu'il y ait une parenthèse, au fond. La parenthèse, est-ce qu'elle va exister ou pas, à votre avis ? Ils vont finir par s'arrêter. Parce que quand même, les militants de la CGT, ils ont envie de regarder le foot. Hein. Voilà. Et puis c'est quand même d'une impopularité incroyable. Donc, ça a amusé. Alors, au début, les 3 premiers jours, la population est toujours un peu... étonnante dans ses réactions, on dit oui c'est merveilleux, faut lutter, vive les grévistes, etc. Puis quand on en a ras-le-bol et quand on va presque se faire virer de son boulot parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, quand là en plus ça devient totalement impopulaire et grotesque, même le patron de la CGT l'a reconnu, il a dit c'est peut-être pas très populaire, c'est peut-être pas une très bonne idée de... commencer à dire oui c'est peut-être pas très populaire d'empêcher les gens de voir les matchs. Parce que c'est quand même étonnant qu'il demande à ce qu'on suspende la loi El Khomri. Alors il était parti sur il faut la retirer, après il faut discuter que de l'article 2, puis maintenant dire on suspend, effectivement comme vous disiez, on met une parenthèse pendant l'euro et puis après on recommence, sauf que juste après il y a les vacances, donc ce sera pour le mois de septembre. Voilà. Je souhaite bon courage pour mobiliser les troupes au mois d'août. Mais ceux qui sont les gagnants, dans cette opération-là sont les cheminots, parce qu'ils ont tenu tout ce qu'ils voulaient. Absolument. Ils ont une fenêtre de tir. La loi El Khomri ne les concerne pas. Ils ont une fenêtre de tir pour renégocier leur convention collective et ils ont tout gagné. Ils sont passés de 9 week-ends à 12. Alors là, ça a été aussi une stratégie de Hollande, semble-t-il, qui est de dire on ne lâche pas sur la loi El Khomri, mais on lâche sur tout le reste, et notamment sur les cheminots. Donc la réforme de Pépi est remise au calendrier grec. Mais est-ce que vous n'avez pas trouvé, par exemple, Guillaume Pépi, moi je l'ai vu à la télévision, je me suis dit, mais quand même c'est une maladresse terrible. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir négocié, a dit, bon, on retire les réformes, donc il n'y a plus aucune raison de faire grève. Mais on ne vient pas dire à la télévision, il n'y a plus aucune raison de faire grève, sans en avoir parlé d'abord aux syndicats. Enfin, ça me paraît une communication absolument, non ? Enfin, si vous voulez provoquer, on ne ferait pas autrement quand même. Effectivement, c'est un peu curieux comme façon de faire. Bon, en même temps, il n'a pas un boulot facile parce que quoi qu'il fasse, le gouvernement ne le suit pas et le trahit. Donc, ça montre aussi l'extrême ambiguïté de ce qu'on appelle parfois les entreprises publiques, qui est un terme qui ne signifie pas grand-chose, mais enfin... c'est quoi le statut de la SNCF ? C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, établissement public depuis 1983. C'était une société d'économie mixte depuis 1936, c'est-à-dire une société de droit privé, mais à capitaux publics. Et donc, en dépit de ce statut public, c'est quand même une entreprise, puisque la SNCF est maintenant baigne dans un milieu concurrentiel. Et donc, il y a ce paradoxe
dont on voit d'ailleurs les effets se produire actuellement. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une entreprise qui, quoi qu'elle dise et quoi qu'elle veuille, est totalement ancrée dans un système de concurrence, mais de l'autre, c'est aussi l'un des instruments de l'État en matière de politique sociale, en matière d'aménagement du territoire. Et donc, Pépi, lui, il est à la convergence de ces tensions. Quand d'un côté, on lui parle rentabilité, performance, déploiement et développement de l'entreprise, de l'autre, une autre voix lui susurre qu'il faut préserver les acquis sociaux et que les cheminots sont des cheminots. Les cheminots resteront des cheminots et qu'il y a une culture cheminote, etc. Donc, c'est pas simple pour Pépi. Et je crois qu'en plus, il y a eu une sorte de bras de fer entre lui, évidemment, et le gouvernement, qui a menacé de démissionner et que, je crois que Valls l'a dit, mais on a un successeur s'il partait, donc il est resté. C'est dur, tout ça. C'est dur. On parle de foot un peu ou pas? Alors, pour Sabine. Oui, s'il vous Sabine, plaît. quel est votre favori alors? Je suis un peu embêtée, Non, je ne sais pas quoi vous est-ce que vous répondre. pensez... Non, mais je reviens à la même problématique. Si jamais la France fait un très bon euro, qu'elle gagne, est-ce que vous pensez quand même... C'est pas un moyen quand même de rassembler un peu les gens derrière, voilà, un but quel qu'il soit, c'est peut-être pas votre passion favorite, mais après tout, ça fait un signe de ralliement et de rassemblement. C'est l'un des épisodes, enfin c'est encore une fois, que je le cite souvent parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, Pierre Rosanvallon, Oui. hein, qui dit le peuple est introuvable, c'est-à-dire c'est une espèce d'entité de la nation, c'est pareil, c'est quelque chose de très abstrait, sauf que parfois, certains épisodes de l'actualité ou de l'histoire, on aperçoit le peuple et la nation. Alors notamment en 98 sur les Champs-Élysées, c'était ça le peuple aussi. Et donc là, j'ai vu en arrivant quelques drapeaux français au balcon. Oui. Alors je me doute que alors c'est plus pour les attentats, je pense que c'est pour la compétition qui commence. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez heureux, c'est plutôt pas mal. Et alors, il y a eu hier, je rappelle qu'on enregistre cette émission le vendredi 10 juin, donc c'est pour ça que quand je dis hier, ça se réfère pas forcément à la date de diffusion. Il y a eu ce grand concert sur l'esplanade de la Tour Eiffel et le Champ de Mars. Et on a vu qu'il y avait plus de 80 000 personnes qui sont venues, donc un énorme succès quand même, malgré les mises en garde, les mises en cause de ces fan zones. Le matin même, Nicolas Sarkozy, je crois sur Europe 1, disait moi, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, je suis contre les fan zones, c'est dangereux. Et on voit au fond que les gens, malgré les risques qui sont là, qui existent, passent outre, ils font ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Comment vous... Ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de vivre quelque chose ensemble. Je pense que ça correspond bien à tout ce qu'on soulève comme question là. C'est de le vivre ensemble, partager quelque chose, on en a besoin. Deux séries d'attentats gravissimes, voilà, toute cette urgence. Oui, on aurait pu penser qu'il y avait peut-être une sorte mais bien de sûr, peur, que les gens allaient plutôt rester chez eux. Il y en a certains qui suivent complètement tout ce que vous dites, qui ne vont pas y aller, ils vont rester devant. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Non, mais ce que vous êtes en train de soulever comme question là. Et puis il y en a d'autres qui ont envie de partager quelque chose. Ah oui. Et voilà, alors c'est peut-être une expression plus forte que l'autre. Voilà. Et oui, celle-là semble plus forte que l'autre. Donc j'espère que tout se passera bien. Mais ça, je peux le comprendre sans aucune difficulté, moi. C'est juste que vous me demandez, je sais pas quel est le favori ou qui joue le mieux dans l'équipe de France. Je suis incapable de vous dire quoi que ce soit. Moi, vous êtes pour la Roumanie. Moi, je coupe le son, je regarde ce qu'ils font. C'est intelligent. C'est intelligent ce jeu quand on coupe le son. Parce qu'on voit bien les attaquants, comment ils montent. C'est théâtral, je comprends. Oui. Vous n'aimiez pas. Il y a une dramaturgie dans un match de foot qui est extraordinaire, qu'on n'a pas souvent dans les salles de théâtre. Hein. Quoique, dans sa formidable interview au Monde, Zlatan Ibrahimovic dit non, ce n'est pas un théâtre, c'est un combat. On fait pas semblant. On y est pour de vrai. C'était formidable. Vous l'avez vu cette interview quand il parle de Hollande, en disant. Je pourrais le rendre populaire, mais je ne sais pas si j'en ai envie. Extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Pardon, je reviens à ce que je disais avant, c'est peut-être un peu décousu après tout, mais est-ce qu'on n'a pas, au fond, intégré dans nos vies la menace terroriste en se disant qu'après tout, bon, advienne ce qui adviendra, qu'on ne peut pas empêcher des dingues de se faire sauter avec une ceinture d'explosifs et que
voilà, il faut vivre quand même et faire les choses qu'on a à faire malgré tout. Moi, je pense que, des gens, le peuple français, les Français, puis les autres, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a de ces menaces-là. Je pense qu'on défend, d'une façon ou d'une autre, un monde de liberté. On n'a pas envie de se laisser faire, quand même, quelque part. C'est ce qui se passe en Israël, où ils passent leur temps aux terrasses des cafés, et la situation est quand même beaucoup plus risquée et dangereuse à Jérusalem ou dans n'importe quelle ville israélienne qu'à Paris, bien évidemment. Mais ils passent leur temps à sortir, à faire la fête, à boire, etc., en sachant très bien que le risque est là, est énorme. Mais ils continuent, ils n'ont pas peur. Et je pense que le concert auquel vous faisiez allusion, c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que la majorité des gens ne nie pas du tout la menace terroriste, en disant de toute façon, on n'y peut rien. Donc voilà, si ça doit arriver, il y a même des craintes, même de la part des sociétés de sécurité, des gens qui sont en charge, enfin de tout ça, qui ont l'air de dire, voilà, il peut arriver quelque chose. Et peut-être que cela dit, la réaction des gens changerait si par malheur. Ça, c'est pas à souhaiter. En même temps, la situation s'améliore considérablement, puisque ils ont découvert quand même 92 types fichiers S dans les responsables de la sécurité du foot, quoi, quand même. Oui. 4 jours avant l'ouverture de l'Euro, on se demandait à quoi servaient les fiches S. Enfin, 4 jours avant, ça sert à quelque chose. Donc, c'est extraordinaire quand même. C'est les jeux du stade. C'est les jeux du stade. Oui, c'est pas même circoncis, comme on disait autrefois. Mais donc, vous n'avez pas de favori, Florence Vous n'êtes même pas pour la France? Ah si. Si. Alors, non, mais moi je suis une bonne Française, mais c'est juste que je ne sais pas répondre. J'ai pas un avis avisé, donc je vais pas me mettre à parler de trucs. Voilà, je vous la laisse là, surtout si vous avez envie, Jean-Charles. Non, mais ce serait bien que la France gagne, mais j'en suis pas tout à fait convaincue. Enfin, voilà, ce serait bien, mais je ne suis pas convaincue. Il y a des défections par des blessures et tout, c'est un peu dommage. Parce que vous ne demandez pas vraiment un pronostic, mais moi je suis sûr qu'ils vont aller au moins en demi-finale. Oui. Voilà. Dans le dernier carré, disons. Voilà. Normalement, il n'y a pas de raison de pas aller au moins jusqu'en demi-finale. Après, il reste 2 matchs. Donc, mais je vois l'équipe de France gagner l'Euro quand même. C'est bien, bon, on en reparlera donc le 11 juillet. Voilà. Il y a l'Angleterre, l'Allemagne. Il faut l'Islande, chers amis. L'Islande. Ah oui. C'est moi qui que les spécialistes se mettent. Oui. Et la Belgique. Ah, les Diables Rouges, bien entendu. Diables Rouges. Courtois est un gardien hors pair, bien sûr. Mais et Hazard. Comme son nom l'indique. mais cela dit, l'Islande, les enfants, méfiez-vous. Oui. C'est moi qui vous le dis. Et alors, cela dit, vous n'avez pas tort, parce que je fais cette réflexion en moi-même, et in petto. Non, c'est vrai, si on prenait l'année footballistique, pardon, dire ça, Stéphane, ça ne vous passionne pas forcément, mais je veux dire, qui aurait dit que Platini ne serait même pas présent à l'UEFA, que, je ne sais pas, Zinedine Zidane gagnerait comme entraîneur la Ligue des Champions, que Leicester serait champion d'Angleterre. Je veux dire, ça a été une année où il y a eu absolument toutes les surprises inimaginables. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Vous voulez dire que la France donc l'Islande, donc l'Islande, en effet, je crois que Stéphane n'a pas tout à fait tort. On a usé le quota de surprise, donc il n'y aura pas de surprise. La France va gagner et l'Islande restera une petite nation du football. Et sans donc Michel Platini qui ne sera pas là. Voilà, et moi je suis un petit peu étonné, j'ai rien contre Platini, il est sûrement très sympathique, il est un très bon joueur, c'était un bon joueur, il a fait beaucoup de choses... C'est un génie, c'est pas un bon joueur. Non, mais en tant que patron, je suppose que j'étais à peine né, donc en tant que patron de l'UEFA, je ne sais pas. Ah non, mais comme joueur, c'était sûrement, oui, c'est un excellent joueur. C'est ce qu'on raconte. C'était l'entraîneur. Vous l'aviez en vignette Panini, me semble-t-il, vous me l'avez montré. Juste avant d'arriver. C'était l'entraîneur de l'équipe de France en 1984, me semble-t-il, quand nous avons gagné. Voilà. Et puis, mais en tout état de cause, et là je trouve que Florence devrait nous donner son avis, il a quand même été jugé et écarté de toute responsabilité dans le monde du foot. Et alors, comme c'est un type qui a beaucoup d'amis, d'abord, ça avait commencé quand il a eu ses ennuis judiciaires par Manuel Valls qui a dit je soutiens Platini, ne connaissant pas le dossier, il le soutenait. Bon, c'est quand même assez curieux. Et puis là, maintenant, il a été condamné, il n'a plus le droit de se pointer dans un stade de foot, mais à longueur d'émissions de télé et d'émissions de radio, tout le monde est là pour regretter, pour dire mais Platini est tellement bien, tellement sympa, etc.
Tant mieux pour Platini, mais je regrette qu'un voleur de mobilette n'ait pas droit à la même mensuétude. Quoi. Lui, il prend 1 300 000 € et tout le monde dit c'est merveilleux, c'est pas grave. Moi, ça me choque. Non, mais on peut regretter qu'il ne soit pas là. Non, moi je regrette qu'il ait mal agi avec 1 300 000 €. C'est ça que je regrette. L'affaire n'est pas jugée définitivement. Ouais. Non, vous étiez interpellé, mais... Je suis interpellé sur quoi? Sur le fait que... parce qu'il y a encore des recours, mais il n'y a pas... C'est pas suspensif. Non, mais qu'il faut respecter un jugement. Ah, mais il y a une décision c'est un peu choquant. Mais je ne savais pas, il est interdit de stade de foot. J'entends bien, mais il la respecte. Pas à titre particulier. C'est pas un hooligan, mais il peut y aller dans le public. Il peut être invité, mais je veux dire, mais il n'a plus aucune fonction officielle. Non, mais je savais qu'il était interdit. Il respecte les décisions, il ne viendra pas. Mais c'est pour ça que je il pourrait venir. Je n'en veux pas à Platini. Non, mais il attaque Platini alors que le pauvre Platini ne viendra même pas dans les matchs à l'Euro. Il y a 2 personnes que je n'attaque pas, c'est votre ami Bérou et puis visiblement votre ami Platini. Donc c'est pas Platini que j'attaque, c'est les journalistes qui passent leur temps à dire c'est Platini, ça serait tellement bien s'il était là. Ben oui, mais il a fauté, il s'est fait attraper. Bon, il respecte la décision. Non, mais que les journalistes la respectent. Il faut lui dire qu'il y a un bon spectacle. Oui, mais il la respecte, il vient pas. Je vois pas pourquoi on va quand même faire une polémique sur un truc qui n'existe pas. Oui, mais les journalistes, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Il n'est pas là, Le pauvre, on va pas en plus l'accuser. L'accuser d'une mauvaise foi. Non, mais c'est terrible. C'est votre émission est fantastique, Patrick. Un non-problème absolu. C'est la grande classe. C'est la grande classe. C'est du grand art. Est-ce que je peux revenir alors une seconde à la situation sociale, puisque c'était de là qu'on partait, et de cet euro dans cette situation un peu tendue, sur ce fameux article 2 de la loi El Khomri. Au fond, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie coupure? Puisque on parlait tout à l'heure des deux gauches qui sont en rupture aujourd'hui. Est-ce que tout n'est pas dans cet article 2? C'est-à-dire que d'un côté, il y a la gauche étatique qui dit au fond c'est l'État, et c'est peut-être les branches supérieures aux entreprises, etc. Enfin, au fond, on attend une solution de l'État et de la loi, et une gauche qui est de la social-démocratie, appelons-la comme ça pour aller vite, qui est plus pour la négociation, et qui voudrait que ce ne soit pas l'État qui fasse tout, mais que les gens se débrouillent par des négociations à l'entreprise et tout ça. Est-ce que tout n'est pas, au fond, dans cet article 2, est-ce qu'il n'y a pas la coupure entre les deux gauches? Oui. Ah oui, non, mais c'est très intelligent. Non, mais si, c'est un constat. Non, mais alors là, Patrice, vous avez tout à fait raison, Patrice. Mais ce que je trouve tout à fait regrettable, mais pour aller même plus loin par rapport à votre réflexion, c'est que cet article 2 ouvre la porte des entreprises. L'article 2, rappelons. Ah oui, alors l'article 2 permet. Pardon, parce que j'ai une sorte. L'article. La secte qui précipite. C'est pas un syndrome de la Tourette, rassurez-nous. Il n'y a pas encore les paroles. C'est un truc qui m'en veut. Il y a des bêtes dans ça. Alors, c'est la première fois qu'on parle de l'article 2, je pense, dans une enceinte en se marrant. C'est tout jusqu'à présent, ça ne faisait pas personne. Alors, l'article 2 précise le fait que par accord d'entreprise, on peut déroger à l'accord de branche de manière défavorable aux salariés. Voilà, si je le fais court, c'est ça. Simplement, c'est par accord d'entreprise, ce qui veut dire qu'un accord d'entreprise doit passer par le prisme de syndicats, notamment dans les grandes entreprises. Il faut signer avec les partenaires sociaux et avec les syndicats. Dans les entreprises plus petites, sur la durée du travail, notamment, on peut signer, mais avec les représentants du personnel, les délégués du personnel ou les comités d'entreprise. Donc ça veut dire qu'on va signer avec des élus salariés ou avec des syndicats. Et je trouve que cet article permettait justement, et je crois que c'est ce que la CFDT a compris, et ce que ne veut pas comprendre la CGT, mais pour des raisons qui me semblent aussi assez claires, c'est que là, on ouvrait la porte des entreprises pour les syndicats, pour les représentants du personnel, pour signer des accords au niveau des entreprises et faire en sorte qu'on puisse adapter les accords de branche, peut-être de façon défavorable par rapport à la branche qui est au-dessus, mais favorable à l'entreprise et à la relation salarié et activité de l'entreprise et employeur. Et je trouve tout à fait dommage que les syndicats, alors à part la CFDT qui lui est d'accord, elle est d'accord avec le texte tel qu'il est, la CGT n'est pas d'accord, mais parce que la CGT, c'est 3% des salariés du privé, qu'elle ne représente rien, qu'elle est extrêmement faible, parce qu'aussi les membres de la CGT, les délégués syndicaux,
ont un certain âge. Et c'est vrai qu'on a cette problématique-là. Ils n'arrivent pas à recruter sur des jeunes délégués syndicaux de la CGT. Et donc, ils se disent, on n'a pas les moyens humains pour pouvoir rentrer dans les entreprises. Et donc, on va se faire griller la place dans les entreprises par d'autres syndicats. Et donc, on va être contre. Et je trouve ça tout à fait regrettable parce que là, le syndicalisme et les élus retrouver une place. Et le fait que le sein de la CGT dise « mais non, les salariés, ils vont rien y comprendre, ils vont se faire avoir, ils vont être roulés dans la farine », il y a une espèce de défiance lancée par la CGT aux salariés en disant « vous êtes des incapables et vous ne saurez pas faire, donc tout sera défavorable et ce ne sera pas bon pour vous ». Je trouve ça tout à fait regrettable qu'ils n'aient pas saisi la balle au bon, justement pour y aller et essayer peut-être de négocier autre chose dans le cadre de l'article 2, peut-être de dire si on fait un accord, si on signe un accord plus défavorable, demandons l'homologation au-dessus de la branche, des commissions paritaires. Il y avait moyen de faire autrement plutôt que de tout bloquer, de tout verrouiller. Et voilà. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais... Parfaitement, c'est parfaitement clair. Avant de poursuivre, je vous propose justement de voir un extrait. Il y a eu un débat dans le 7-8 de TV Fil entre un représentant du MEDEF, un représentant du Parti communiste et un représentant de la CGT. Ils négocient ici. Les patrons, mais ils sont atterrés. Aujourd'hui, ils sont atterrés. Il faut bien savoir quand même qu'aujourd'hui, tous les mouvements sont des mouvements de façade. La loi El Khomri ne les touche pas. Quand on parle de la SNCF, de l'EDF, etc., il n'y a quasiment rien. On est sur une défense de posture. Cette loi, c'est une loi de régression sociale. Ce n'est pas une loi travail, c'est une loi de précarisation du travail. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a des solidarités qui s'expriment, parce que tout le monde sait très bien que par-delà cette loi, ça touchera d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, le sujet, il est simple. C'est que moi, je demande solennellement aux grévistes de la SNCF, par esprit de solidarité, et avec 70 parlementaires de toute l'Île-de-France, tous les parlementaires des Yvelines, le président du conseil départemental des Yvelines, je demande de suspendre la grève. Parce qu'on ne peut pas ajouter de la galère à la galère. Moi, je suis amusée à chaque fois qu'il y a un mouvement de grève, des mobilisations de salariés. Ben oui, on redécouvre que ceux qui font les richesses, que ceux qui font fonctionner le pays, que ceux qui font rouler les trains, qui font tourner les magasins ou autres, oui, ce sont les salariés. Vous nous dites, ce sont les entrepreneurs qui font le pays. Sans salariés, il n'y a rien qui fonctionne et on s'en rend compte. C'est écolo de la CGT. Alors, on voit bien, enfin, c'est assez typique ce débat, c'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds, quand même. C'est-à-dire que tout le monde arrive avec ses arguments et n'écoute absolument pas l'autre. Et c'est surtout pas ce qui se passe ici. Et non, c'est vrai. C'est l'un des derniers. Sauf peut-être Jean-Charles. Mais la fourmi, alors... Pardon ? La fourmi est là. Oui. Mais moi, c'était une fourmi volante que j'avais qui arrivait C'est luxe, c'est classe, Patrice, une fourmi volante. Oui, mais c'est dangereux, non ? Peut-être, ça pique. C'était peut-être un drone. Vous avez jamais eu Zouk au prisme ? Oui. Zouk. Oui. Vous vous souvenez de Zouk ? Oui, bien sûr. Il y a un sketch formidable. Il faisait un enfant, il dit « Où vas-tu, petite fourmi ? Tu vas à l'école. » C'est génial. Elle était extraordinaire, cette femme. Invraisemblable, cette femme. Pardon, excusez-nous. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez passé le bac ? Oui, très bien. Un bon moment ? Tu veux dire ? Non. Moi, je me souviens des moments. Et oui, on l'a eu à la 7e fois. On lui a donné. À l'usure. Il a donné, il était côté, monsieur, je lui ai débarrassé le plancher. À l'époque, On veut plus vous voir. qu'à l'époque, on ne le donnait pas comme ça. Ah non, il l'a acheté d'ailleurs. Ça coûtait très cher à ses parents. Eh ben, on va regarder un sujet sur tous ceux auxquels on pense et qui passent le bac. C'est lundi, non ? Je ne sais pas du tout. Ah bah voilà. Oui, c'est fort probable. Merci, professeur. Non, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça, vous avez raison. Avec l'enseignement supérieur, à partir de lundi. Sujet donc la préparation du bac. Florian, 17 ans, prépare un bac général scientifique. À 2 semaines de la première épreuve, il est en pleine révision. J'essaie de faire plutôt par semaine. Je mets plusieurs matières dans la semaine et je me tiens à ce planning-là. Je fais des fiches de révision à partir des chapitres. Et donc comme ça, je relis les fiches de révision et ça rentre en tête. Après chaque session de révision, il n'oublie pas de se détendre et va jouer au foot entre copains ou avec son club, l'Étoile sportive de Trappes. La plupart du temps, quand je rentre des cours, je mange. Ensuite, je révise le plus possible avant le foot. Ensuite, je vais m'entraîner et si en rentrant, j'ai encore un peu de motivation ou que le lendemain, j'ai une épreuve importante, je révise encore.
Même rythme pour Mamadou, 19 ans. Il présente un bac professionnel, technicien du froid et du conditionnement de l'air. Quand il ne révise pas chez lui, c'est au Capado de Manille-les-Hameaux qu'il s'isole, avant de rejoindre famille et amis pour jouer. Je préfère être tout seul pour être dans le calme, pour me sentir un peu seul, pour mettre en retrait un peu et c'est mieux comme ça aussi d'être dans le calme. Depuis que j'ai reçu les convocations du bac, j'ai commencé à réviser et les profs nous ont dit aussi on va commencer à réviser. Et quand j'ai fini mes épreuves d'atelier et de maths et de physique, j'ai commencé directement à réviser. Florian vise la mention assez bien, accessible à partir d'une moyenne de 12 sur 20. S'il devient bachelier, Mamadou espère entrer en BTS. Verdict le 5 juillet prochain, date des résultats. L'an dernier, près de 88% des candidats obtenaient le baccalauréat général. Dans la filière professionnelle, le taux de réussite était de 91,5%. 88% l'année dernière, c'est beaucoup quand même, hein? Ça commence à faire beaucoup, d'autant que... Chevènement, c'était 80%. Hein, c'était 80, donc vous voyez, là, c'est totalement débridé. Oui. Ça commence à faire beaucoup, d'autant qu'après, il y en a quand même pas mal qui souhaitent se diriger vers les études universitaires et que ça fait beaucoup de monde à accueillir avec moins de sous. Alors vous me direz, tout n'est pas question d'argent et plaie d'argent n'est pas mortel, d'accord, mais sauf plaie d'argent n'est pas mortel, oui, je vous l'ai dit. Mais pour que les universités puissent avoir un peu de quoi accueillir dignement les étudiants, ce qui n'est parfois pas le cas, ça va être très compliqué. Il y a eu, par exemple, en un an, enfin, à la rentrée universitaire dernière, pas ici, mais dans toutes les universités françaises, 40 000 étudiants en plus. Pour avoir une idée, 40 000 étudiants, ça représente à peu près 2 universités de taille moyenne. Et jusqu'à 2021 ou 2022, il va falloir en accueillir à peu près à ce rythme-là tous les ans. Voilà. Est-ce que vous les accueillez longtemps? Parce qu'il y en a beaucoup en première année, puis après... C'est un énorme gâchis, et apparemment ça convient à tout le monde, donc continuons comme cela. C'était ça la question que je voulais poser, c'est une sorte de mensonge foncé là encore, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'il n'y a pas de sélection. La sélection, elle se fait à un moment. Mais la sélection, il n'y a que cela. Quand certains syndicalistes non, mais si la sélection, on ne la fait pas au bac, on la fait ailleurs. Bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'en première année, on a à la fac de droit, on a 600 ou 700 inscrits, et qu'arrivés en troisième année, ils sont plus que 300? Où est-ce qu'ils sont passés, les autres? Ça s'appelle la sélection. Alors, la sélection sur le mérite, c'est parfait. Enfin, moi, ça ne me choque pas, bien au contraire. Sauf que ce système-là, en effet, est une hypocrisie sans nom, mais c'est aussi un système très coûteux, parce que ça coûte très cher en attendant d'accueillir beaucoup d'étudiants qu'on va garder pendant un an, alors voire plus parfois, et qui ne parviendront pas à s'en sortir. Donc c'est pas grave, il y a de l'argent partout, donc continuons. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, ça, mon brave monsieur. Ce qu'il faudrait faire... Non, mais est-ce que l'idée... Parce que l'idée des 80% d'une classe d'âge qui est le bac, c'est-à-dire, en gros, d'élever le niveau moyen, hein, c'était plutôt sur le papier une bonne idée. Ça reste une bonne idée. L'objectif aussi qu'on poursuit, c'est 50% d'une classe d'âge à bac plus 3, au grade de licence. Alors, en soi, c'est aussi une bonne idée, parce qu'on parlait de compétitivité tout à l'heure. Il n'y a pas que ça, mais ça compte aussi. Ça fait partie des éléments de compétitivité d'un pays, d'un État dans le monde. Mais ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire beaucoup de choses. Mais ça pourrait faire l'objet d'une émission à soi seul, ce sujet. Donc je ne vais pas, si vous voulez bien, m'engager sur ce sujet. On y reviendra. Mais c'est en effet une des hypocrisies françaises. Enfin, c'est d'une hypocrisie. D'autant que tous ceux qui ont le bac ne sont pas égaux, si je puis dire, puisque après il y a les mentions, il y a les pour entrer dans les classes supérieures, etc. Les bacs professionnels, déjà il y a des différences énormes. Au sein des bacs généraux, il y a aussi commence à y avoir des différences assez fortes. Et puis les lycées aussi, desquels sortent les diplômés, sont aussi assez déterminants. Enfin bon, voilà, le système fonctionne. Est-ce que c'est pas, avec 88% de reçus, est-ce que c'est pas encore plus traumatisant pour ceux qui ne l'ont pas? Parce qu'on a l'air toujours de les considérer comme des crétins absolus, ce qui n'est pas forcément le cas, enfin je ne sais pas, mais... Non, mais c'est pas tant une question que le niveau baisse, que tout ça, parce que on parvient à ce chiffre en élargissant, si vous voulez, la masse des bacheliers, avec notamment les bacs professionnels qui n'ont cessé de fleurir depuis les 30 dernières années.
Bon, les bacheliers, globalement, sont pas d'un niveau scandaleux, du moins pas tous. Non, pas si tous. vous voulez. Ouais. Et globalement, je pense que l'examen est utile, parce que c'est la première fois que les lycéens sont soumis à un type d'épreuve qu'ils auront à reproduire, qu'ils soient par la suite dans un système dit de grande école ou un système universitaire. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est un bon entraînement, me semble-t-il. Mieux qu'un contrôle continu. On peut essayer d'équilibrer, c'est ce qui a tendance à se faire, d'ailleurs. Après, moi, je pense que les 12% qui n'ont pas le bac, c'est plutôt des gens qui montrent qu'ils sont inadaptés au milieu scolaire et à une certaine forme d'enseignement, parce qu'après, énormément de gens parmi ceux qui n'ont pas leur bac, qui arrivent par des filières différentes à refaire des études supérieures et qui se démerdent très bien dans leurs études supérieures. Donc très souvent, c'est plus souvent le signe, parce que c'est vrai que ce que vous disiez, que quand on voit quand même sur les 88% de gens qui ont leur bac, il y en a, on se dit, ben, c'est curieux qu'ils aient eu leur bac. Enfin, je veux dire, c'est étonnant. Donc voilà, c'est plutôt une conformité à un modèle, à une façon de faire que des capacités, je pense. C'est vrai qu'on peut devenir président du Conseil constitutionnel sans avoir eu son bac, par exemple. Exactement, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré. C'est vrai. Voilà. Jean-Louis Debré était capacitaire en droit. Capacitaire en droit, Absolument. oui, c'est ça. Oui. Et la capacité permet après, voilà. Il le permet après de devenir magistrat, je crois. Ensuite, il a repris des études de droit dans un cursus un classique. doctorat, etc. Un mot peut-être avec vous, Florence, sur l'affaire Kerviel, parce qu'on a tous été un peu étonnés. Donc, il a été condamné plusieurs fois pénalement. Même si beaucoup de gens soutiennent la thèse selon laquelle on pourrait penser qu'il n'était pas seul dans cette affaire et que les gens de la Société Générale savaient quels étaient ses agissements. Mais là, les prud'hommes ont condamné la Société Générale et a versé en plus une somme assez importante à Jérôme Kerviel, de 450 000 €, je crois. Il y a appel, la Société Générale a fait appel, mais on est un peu quand même, on se dit, voilà, est-ce que c'est pas un retournement judiciaire dans cette affaire Kerviel? Alors je pense que ça va pouvoir lui être très utile lors de la plaidoirie la semaine prochaine devant la Cour d'appel de Versailles, puisque la Cour de cassation avait cassé la décision, alors pas sur le plan pénal, parce qu'il est condamné pénalement définitivement, oui. Mais la Cour de cassation a renvoyé à la Cour d'appel de Versailles sur la problématique des intérêts civils, des dommages d'intérêt, où il a été condamné à 5 milliards à la Société Générale. Pas facile à rembourser. Voilà, pas simple. Et là, ce jugement qui est extrêmement bien motivé, il faut... Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu d'explication pédagogique, mais comme d'habitude, quoi. Donc sur la décision, voilà, la Société Générale condamnée. Alors condamnée. Alors on dit, alors effectivement, globalement, ça donne 450 000 €. Mais sur ces 450 000 €, il a eu 300 000 € de bonus qui lui sont dus depuis 2007. C'est-à-dire que sur l'année 2007, il a fait gagner un peu plus d'1 milliard d'euros à la Société Générale, ce qui déclenche un bonus de 300 000 € que la Société Générale avait reconnu lui devoir. Et au moment, comme il a été licencié en 2008, ils ont bloqué et ils n'ont pas payé ces 300 000 €. Donc déjà, sur les 450, il y a 300 000 € qui correspondent à des bonus qui lui sont dus de façon assez incontestable. Et sur les 150 000 € qui restent, il y a 100 000 € de dommages d'intérêt pour licenciement, et je vais expliquer peut-être pourquoi, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui correspond à 11 mois de salaire. Puis après, il y a son préavis, congé payé sur préavis, indemnité de licenciement. Voilà, c'est un peu de cette façon-là dont se dispatche cette somme. Et pourquoi est-ce que le Conseil des prud'hommes a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ? Parce qu'il a estimé que la Société Générale connaissait les agissements de Jérôme Kerviel depuis le courant de l'année 2007, voire même il a eu des agissements similaires en 2005 qui avaient été couverts. Et la Société Générale était informée de ces agissements en 2007. Et en matière de licenciement, lorsqu'on fait un licenciement pour faute disciplinaire, qu'elle soit simple ou qu'elle soit grave, on doit engager cette procédure de licenciement dans les 2 mois de la connaissance des faits fautifs. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre une prescription qui est de 3 ans pour des délits, c'est-à-dire à partir du moment où on sait que quelqu'un a commis un délit, on a 3 ans pour le poursuivre. En matière de droit du travail, on a 2 mois. 2 mois devant les prud'hommes. Bon, donc les prud'hommes ont estimé, sur la base des documents qui ont été versés au débat, que la Société Générale avait connaissance des faits fautifs depuis 2007 et qu'il fallait qu'elle engage, si elle voulait... 2005 et de renouveler en 2007. Donc la Société Générale, elle, a combattu en disant pas du tout, on le savait qu'en 2008, etc., etc. Bon, voilà, le Conseil des prud'hommes a estimé, donc le Conseil des prud'hommes n'est même pas allé regarder la qualification de faute grave ou pas,
retenu d'ailleurs par les juges pénaux, mais a simplement dit trop tard. Quand vous avez tiré le licenciement, ça faisait plus de 2 mois que vous étiez au courant, donc il y a un article du Code du travail qui prévoit ça très clairement. Vous avez 2 mois pour le faire, vous n'avez pas respecté le délai de 2 mois, donc boum, votre licenciement est sans cause, elle est sérieuse. Voilà le fondement. Mais pardon, parce que si j'entends bien ce que vous dites, quand même, il y a derrière ce jugement l'idée que la Société Générale était quand même au courant des agissements c'est pas derrière, c'est devant. C'est toute la motivation du jugement, c'est la Société Générale savait. Et donc quand même c'est extrêmement favorable, pénalement. Non, mais c'est très fort. Alors il a fait... c'est très favorable pour l'audience de la semaine prochaine, puisque dire, attendez, 5 milliards de dommages-intérêts, alors qu'ils étaient au courant, même s'il y a un appel sur ce jugement-là, il n'en demeure pas moins que... Alors je ne sais pas comment la Cour d'appel de Versailles va statuer là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Le patron de la Société Générale, après la condamnation de Kerviel, avait dit, bien évidemment, nous ne demanderons jamais à Kerviel de rembourser les 5 milliards. On prendra juste ses droits d'auteur sur son cas. Ils peuvent toujours le demander. Non, bien évidemment, c'est une somme impossible à rembourser pour quiconque, donc bien évidemment, on ne demandera jamais le remboursement de 5 milliards. Donc, mais après, moi, j'ose espérer que, bien évidemment, la Société Générale est au courant. Parce que, je veux dire, ce serait extrêmement inquiétant. Je veux dire qu'une banque ne soit pas au courant qu'un type puisse miser autant d'argent. Je veux dire, ce serait une preuve d'incompétence et d'incurie de la part de toute cette banque qui serait affolante. Enfin, je veux dire, il faudrait que tout le monde retire son argent de la banque, si c'est vrai. Enfin, si continuer à dire qu'ils ne sont pas au courant, c'est pas la banque dans laquelle il faut aller, à mon avis. Oui, s'ils sont au courant, ça change quand même les données. Le type est quand même condamné tout seul. Oui, non, mais ça qu'après, c'est sur un autre plan, mais sur un plan purement économique, ça me rassure qu'il soit au courant. Alors, il a fait un procès en révision sur la partie pénale, donc il faudra voir. Oui, donc ça peut servir aussi à la révision, même si la révision, c'est quand même rare, non ? Oui, c'est rare, c'est un recours exceptionnel. Il y a des gens très rarement, on sait qui sont innocents, qui n'ont jamais réussi tout à fait. à faire rejuger leurs affaires. Vous avez vu les personnalités les plus puissantes du monde ? Il n'y a pas Sabine Cossin dedans. Non, moi non plus. Dans les 10 premières. C'est une erreur d'édition, Patrice. J'y suis. Non, il y a pas. J'y suis en numéro 2. Il n'y a pas beaucoup de Français. Oui, Hillary Clinton, c'est vous ? Oui, c'est moi. Voilà, non, c'est moi. La première, c'est Angela Merkel. Mais oui, mais il y a depuis des années. Hillary Clinton. Il y a Christine Lagarde, qui est la seule Française. Je ne sais pas beaucoup si elle a beaucoup d'influence, enfin peut-être chez elle, mais non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui n'a jamais décidé quoi que ce soit, donc non, mais et pas un Français, en tout cas, qui exerce un pouvoir exécutif. Oui, mais après non, la vraie question, ce serait de savoir... Comment est fait ce non, c'est même ça, mais quelle serait la place de ces 10 femmes les plus puissantes dans le tableau des 20 personnalités les plus puissantes? Est-ce qu'elles sont les 7 dernières après 13 bons hommes ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est mixé? Ça n'a pas d'intérêt. Non, Angela Merkel est souvent en tête, il me semble, dans les personnalités les plus puissantes, oui. Mais oui, c'est vrai que la seule française, c'est en effet Christine Lagarde. Bon, ça ne vous choque pas. Enfin, non, tous ces classements, enfin voilà, oui, c'est l'amour du ranking, du classement. On veut tout classer et donc pour vendre, on fait des classements. Il y a un classement que j'aime beaucoup, c'est les personnalités préférées des Français. Oui. Vous voyez Yannick Noah qui côtoie Simone Veil, qui elle-même est en concurrence avec l'abbé Pierre. Enfin, c'est des choses. C'est une liste fermée d'ailleurs. C'est une liste fermée, oui, j'ai vu ça. C'est pas les gens qui disent, voilà, moi j'aime un tel, on leur met une liste et ils doivent choisir parmi les noms qui sont dans la liste. Oui, mais on choisit parmi une liste de gens logiques et cohérents. C'est-à-dire qu'il y a une liste de 80 personnes. Voilà, donc vous n'avez pas un chercheur, pas un penseur, pas un écrivain, pas... Oui, c'est journaliste. Moi, j'avais lancé l'équivalent pour les jeunes et j'avais pris à peu près la même méthodologie. On peut pas demander comme ça, ex nihilo, qui vous aimez bien, parce que sinon, ça va être Stéphane Manson. Tu vois, tout dépend à qui et alors après, mais bien sûr. Donc, il faut... Ça serait pas mal. Voilà. Demandez à mes enfants, vous allez voir. Donc, on prend entre 80 et 150 personnes Lagarde, hyper connues dans différents domaines. Après, alors, est-ce que vous connaissez les millennials? Oui. Les millennials. Oui, très bien. Écoutez, vous connaissez quelques-uns. Vous avez une experte en millénials. Oui. Non, c'est ce qu'on appelle aussi la génération Y. C'est la génération Y, oui. C'est ceux qui sont nés entre
jusqu'en 1993, de 1980 jusqu'à 1994. C'est la Donc, génération Y. C'est ceux qui ont connu les petits-enfants de Platini, l'ami de Patrice. Absolument. Oui, c'est ça, c'est après Zidane même. Voilà. C'est après la génération 98, voilà, c'est plutôt la génération d'aujourd'hui, des footballeurs d'aujourd'hui en gros. Eh bien, ils sont très moraux, ces gens-là. Il y a une étude sur les valeurs et leurs convictions personnelles. Et regardez les tableaux. Alors, 56% ont déjà refusé catégoriquement de travailler pour une entreprise qui ne leur plaisait pas. Ça tombe bien, l'inverse, c'était vrai aussi. 55% estiment que leurs convictions personnelles sont déterminantes lors d'une prise de décision au travail et 49% ont déjà refusé une mission qui ne leur paraissait pas morale, qui ne leur paraissait pas correspondre à leurs valeurs. On se demande pourquoi le chômage des jeunes. Non, mais vous ne trouvez pas que ça a changé, ça aussi, le rapport au travail? C'est inquiétant. C'est-à-dire, si vous êtes chef d'entreprise, vous dites, le type, alors, non, une mission, elle a refusé, le boulot, ça ne lui plaît pas. Ça... Non, mais ils sont loin de jeunes dans ce cas-là. Ouais. Si, ils s'en vont. Ouais. Ils sont très flexibles. Il y a ceux qu'on fait travailler quand même dans les entreprises et qui ont cet âge-là, quand même, ils ont aussi un rapport à la hiérarchie, un rapport au développement de projet, un rapport au travail qui est particulier, qui confirme également des éléments qui sont dans ce que vous avez établi là. Donc, par exemple, vous comprendriez très bien qu'un de vos employés jeunes trouve que votre programmation est pas suffisamment passionnante, qu'il y a une pièce qui le choque un peu et qu'ils disent non, ça, je ne travaille pas sur Mais je ne le comprends pas, Jean-Charles, je l'observais seulement parce que c'est difficile. Je veux dire, moi j'en ai eu des jeunes de cet âge-là et c'est difficile. Ils ne sont pas dans une culture d'entreprise telle qu'on la connaît. Ils n'ont pas créé une réelle culture d'entreprise non plus. Et donc ils sont un petit peu là où ils sont bien, ou là comme ils aiment bien, ou là comme ça va bien, si vous voulez. Et effectivement, ça donne ça. Donc c'est très surprenant. Ouais. J'étais pas en train de le cautionner, j'étais en train seulement de l'observer. Donc vous me posez la question, je vous réponds non, c'est très ennuyeux. Voilà. Ce que vous dites, c'est pas forcément au nom de valeurs. En parce tout cas, que dans le sondage, c'était plutôt exprimé au nom de valeurs personnelles, d'éthique, etc. Oui, là, c'est plutôt... c'est des climats aussi auxquels ils sont sensibles. Ils n'ont pas vraiment envie de travailler comme ceci, préfèrent travailler comme cela. Mais quand vous leur dites d'organiser les choses, finalement, non, ils ne voient pas pourquoi ça serait à eux de les organiser. Vous comprenez, c'est compliqué. Donc, il y a une façon de se positionner qui est très particulière dans le management. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont donner comme manager dans 5 à 10 ans. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, oui. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un rapport qui change. Quand ils seront un peu en haut de la... Même pas la pyramide, parce qu'il n'y aura plus trop de pyramide, mais même de la transversalité, comment ils vont gérer les choses. Parce que justement, je pense qu'ils sont sur des valeurs ou des choses sur lesquelles ils ne veulent pas céder ou ils estiment que ça ne va pas faire partie de leur vie comme ça. C'est intéressant parce que d'un côté, on a l'air de dire, et la loi El Khomri, on est en plein dans le débat, que le travail est de plus en plus précaire, qu'il faut fermer sa gueule, en gros, si on veut rester dans son emploi. Or, ce sondage montre que c'est le contraire qui se passe avec les jeunes. En tout cas, pour une grosse partie d'entre eux. J'imagine qu'ils soutiennent aussi à 150% les donneurs d'alerte. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Oui, mais c'est plutôt rassurant. Moi, je pensais aussi aux jeunes en politique. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais les jeunes en politique, ceux qui sont un peu visibles, je trouve qu'ils sont parfois pires que les aînés. En matière de langue de bois, en matière de carriérisme, de professionnalisation de la politique, etc. Là, moi, je suis pas spécialement optimiste, même s'il y a un discours sur l'éthique, les valeurs, etc. Mais donc, c'est pas parce qu'on est jeune, et je parle en connaissance de cause. Ça n'est pas parce, mais bien sûr, c'est un état d'esprit, la jeunesse. Ça n'est pas parce qu'on est jeune que nécessairement on est éthique, moral et qu'on est meilleur que les vieux. Même si, c'est vrai, la société ne réserve pas une place de choix à sa jeunesse. Ça, c'est aussi l'objet d'un autre débat. Mais ces chiffres-là, moi, me rassurent plutôt, mais aussi m'interrogent sur qui sont. Génération Y, d'accord. Génération Y, moi, d'accord, parce qu'ils portaient leur casque, je ne sais pas quoi. C'est ça, c'était les branchés. Oui, branchés. Bon, alors, il ferait bien de débrancher aussi un peu de temps en temps. Mais donc je suis assez sceptique sur ces études, là, ces sondages, ces machins. Là aussi, c'est une espèce de ranking. Oui, absolument. Je ne sais pas très bien comment ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ça s'appelait Millennials. C'est le nom d'études, c'est l'an 2000. Je ne connaissais même pas, moi. Ah oui, je ne sais pas. Je ne connaissais pas le nom. C'est pas un rapport avec l'an 2000 ? Si, peut-être. Ceux qui avaient 20 ans en 2000 ou un truc comme ça.
Oui. Je me semble. Je sais qu'il y avait 20 ans en 2000, ils ont moins. Ils sont vieux maintenant. Oui. Non, mais on se sent très vieux, je trouve, là, maintenant, tout de suite. Passons à un autre sujet. On peut passer à la politique et puis on finira par l'art. Mais si on parle un peu de foot. Vous voulez parler de foot ou de politique? Non, est-ce que vous avez vu ça, Stéphane, ça va vous intéresser, que François Hollande proposerait dans le programme qu'il va mettre sur pied pour sa réélection en 2017, la suppression du poste de Premier ministre. Et c'est vrai qu'on a assez peu, bizarrement, de débats institutionnels en France, alors que tout le monde voit quand même que les institutions de la Ve République ne sont peut-être plus celles qui sont adaptées aux situations actuelles. Je pense plutôt le contraire, Patrice. Vous êtes très favorable à ces institutions, je crois. Pas nécessairement, mais je trouve qu'on a trop de débats institutionnels. Ah bon ? Justement. Et qu'on en oublie l'essentiel. Les débats institutionnels, c'est le contenant, et on en oublie le contenu. Le contenu, c'est une affaire de confiance entre les élus et le corps électoral, de confiance dans les institutions. Et ça, des textes, fussent-ils constitutionnels, ne peuvent pas nécessairement tout faire. Alors, supprimer le Premier ministre, ce n'est pas une idée neuve. On en parle depuis... Ça veut dire quoi? Présidentialiser le régime? Ça veut dire, oui, ça signifie... Alors, ça signifie que donc il n'y a plus de Premier ministre, il y a un gouvernement qui, en gros, est dirigé par le Président de la République, mais ça veut dire aussi qu'on retire au régime sa nature parlementaire, c'est-à-dire que le Président de la République perd le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, et la dite Assemblée perd le pouvoir réciproquement de renverser le gouvernement. Alors on a affaire à un régime dit présidentiel tel qu'il est instauré aux États-Unis d'Amérique. Oui, ça ressemble beaucoup à... Alors, ça ressemble beaucoup sur le papier, et on a plutôt tendance à dire c'est bien parce que c'est américain. Mais sauf que la France, ça n'est pas les États-Unis, et que les systèmes institutionnels sont le résultat de culture, d'histoire, de mœurs, de conception, et que l'importation ou l'exportation d'un régime, elle est très compliquée. Donc je suis assez, encore une fois, sceptique sur cette question-là, d'autant que ça enlèverait au chef de l'État comment dirais-je, sa conception un peu gaullienne, si vous voulez. Le président de la République en ressortirait, me semble-t-il, assez affaibli. Oui. L'institution présidentielle, je ne parle pas du président actuel. Et de surcroît, je ne pense pas qu'il soit dans la culture politique française que nous soyons capables de faire fonctionner un régime institutionnel sans ce pivot central qu'est le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est aussi, n'oublions pas, un fusible qui peut sauter en cours de mandat présidentiel. C'est moins un fusible dans le quinquennat quand même, non? C'est vrai que la logique du quinquennat... quand même sur le devant de la scène, bien dans le quinquennat. Bien sûr. Il ne peut pas se cacher, si je peux dire. Et au fond, il l'est beaucoup trop, parce que le président de la République, sous le quinquennat, il est grillé très vite. Très vite. Aussi vite que le Premier ministre. Aussi vite que le Premier ministre l'était, sauf que le président de la République est moins remplaçable qu'un Premier ministre. Absolument. Et alors qu'on ne peut pas le remplacer. Sur les débats institutionnels, Sabine, non? Non, mais je trouve ça très intéressant, c'est effectivement... Il y a un rééquilibrage, parce qu'on en parle beaucoup quand même, d'un rééquilibrage des pouvoirs entre le président, entre l'exécutif et le législatif. Ça, là aussi, c'est pareil. Il y a un très grand auteur alors, qui s'appelait Guy Carcassonne, que vous connaissez bien sûr, qui était professeur à Paris 10, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et il disait, il avait raison, que le Parlement, il a depuis longtemps tous les moyens, s'il les utilise, pour avoir des pouvoirs importants. Sauf qu'il ne les utilise pas ou peu pour des raisons politiques, essentiellement à cause du fait majoritaire. Alors, fait majoritaire qui est pas mal fissuré en ce moment, et là c'est institutionnellement intéressant, mais voilà, revaloriser la situation du Parlement, on a déjà fait, encore faut-il que les parlementaires se servent. La concordance des élections ne facilite pas quand même l'autonomie des pouvoirs. Ça a été un désastre. Ouais. La réforme Jospin a été un désastre de ce point de vue-là. Sabine, pardon? Non, mais parce qu'il y avait aussi, dans tout ce que j'ai pu lire et entendre, une modification du Sénat en étant une assemblée plus avec les collectivités territoriales. Donc c'est ce que j'ai lu, c'est qu'on n'en parlait pas là, parce qu'effectivement, il y a un pouvoir de l'Assemblée nationale qui semblerait être accru, avec effectivement un rééquilibrage des pouvoirs. Mais du coup, cette assemblée sénatoriale qui serait... représentant des régions... Eh bien oui, mais alors comme on a refondé notre territoire national avec une territorialisation différente, avec ses principes
de grandes régions, d'intercommunalités qui vont devenir tout ça, ça va devenir prédominant et financièrement et dans les politiques diverses et variées. On retrouve là peut-être un endroit pour. Enfin voilà, je me questionnais, parce que je n'ai pas de... C'est une question que De Gaulle avait posée aux Français en 1969. Oui, mais alors là, j'étais pas née. C'est le Sénat. Et les Joker. Et sur lequel il a perdu. Voilà. Ce qui serait amusant, c'est d'essayer de faire de la politique fiction en imaginant à quel niveau de popularité, à quel niveau politique en serait arrivé Hollande si c'était passé de Premier ministre et si la réforme qui semble appeler de ses voeux était en place depuis le début de son quinquennat. Il n'y a pas de bouclier, voilà. Ni Hérault, ni Valls. Est-ce que ça aurait déjà été la révolution? Est-ce que c'est ça qui est amusant aussi, le Premier ministre, tout à fait. Donc là, bon, enfin voilà, c'est une question, mais qui est assez récurrente quand même. Je suis d'accord. Oui. Vous savez, on parle de réformes institutionnelles quand on ne veut pas parler d'autre chose. Absolument. Mais enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas... Non, enfin, vous avez raison, il y a des débats, mais enfin, il reste un peu lettre morte. Il y a eu quelques réformes constitutionnelles. Mais enfin, mais c'est compliqué. Enfin, je ne dis pas là encore que les gens ne sont pas aptes à comprendre, mais c'est compliqué de lancer des débats dans la société sur ces thématiques. Donc surtout, si vous dites ça, si vous dites je vais supprimer le Premier ministre, comme vous l'expliquiez, ça veut dire que le président aura en réalité un peu moins de pouvoir, mais pour les gens, ça veut dire qu'il va prendre tous les pouvoirs. Exactement, alors ce qui n'est pas vrai en réalité. Écoutez, malheureusement, on n'a pas le temps de parler d'Olafur Eliasson qui est à Versailles, que vous avez vu, Sabine, et que vous avez adoré. Oui. C'est vrai que non, le Monde disait, il n'a pas tort, que c'est peut-être l'artiste qui va le mieux, peut-être depuis Jeff Koons, disait-il, à Versailles. Jean-Charles, vous pensez même plus que Jeff Koons, je suppose, mais... Non, moi j'aimais beaucoup Jeff Koons, enfin j'aime toujours, je trouve ça bien. Et c'est vrai que c'est de l'eau, c'est du métal, donc ça... C'est la lumière, c'est les végétaux, la nature. C'est vraiment l'eau aussi, donc ça fait... Donc allez voir Olafur Eliasson, et vous pouvez quand même vous passionner pour l'euro aussi. J'espère bien. On va essayer de faire des efforts, Patrice. Et après, vous lisez Linwood Miller. Non, moi, je vais commencer par Linwood Miller. Et on aura une critique la prochaine fois de Sabine Cossin. Et puis vous tweetez, et puis je verrai les résultats de l'euro, comme ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Paf, c'est fini, mais ça va recommencer un jour.